Nous nous excusons également de ce léger retard apporté également au démarrage de cette cérémonie. C'est indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions tous de votre présence. Vous êtes venus au niveau de Rhino ce soir pour s'enquérir également à des connaissances, donc également à des persévérances. Parce qu'en fait, il y a une conférence qui sera animée par un de nos amis et nos frères, donc Sébastien Ogero, qui est de nationalité française, mais il est consultant, donc expert en management. Aujourd'hui, il est là au Sénégal. Il est venu à travers également le tourisme, parce que quoi qu'on puisse dire, il était touriste. Il était venu ici en tant que touriste, à travers également l'agence qu'on appelle Happy Excursion. Il est venu au Sénégal, il a aimé le beau pays. Comme j'ai l'habitude de le dire, le Sénégal est un pays, le pays de la teranga. Il y a l'hospitalité et la teranga sénégalaise. Et on a aussi une bonne gastronomie, donc une bonne assiette. Il a aimé le Sénégal, ça lui a plu, il est revenu. Mais par le biais aussi d'un ami, d'un jeune qui est pétri de talent, un jeune qui n'est plus à présenter au Sénégal et dans le département de Mbour. C'est lui qui nous a honorés, c'est lui qui nous a donné l'opportunité aujourd'hui de voir Sébastien. Donc, vous le connaissez très bien. Il s'appelle Paul. Et je vous demande de l'applaudir très fort. Voilà. Comme je l'ai annoncé tantôt, donc nous remercions Paul. Également les partenaires, il y a beaucoup de partenaires aussi donc, qui ont voulu accompagner la cérémonie ce soir. Avant la fin de la cérémonie, on va les présenter, les sponsors qui seront là ce soir. Mais quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui c'est le rendez-vous du donner et de recevoir. Voilà, Sébastien va vous donner ce qu'il a. Mais vous aussi, vous allez participer. C'est une conférence interactive. Parce que c'est bien beau de venir faire son exposé et de parler. Mais l'importance, c'est de faire participer aux gens. Parce que c'est bon d'être un bon manager. C'est bon aussi d'être un bon leader. Mais comment faire la jonction des deux choses? Souvent, c'est compliqué. Parce que si nous voyons, on peut voir de grandes personnalités qui sont des leaders, mais ils ne sont pas des managers. Vous pouvez voir des gens qui sont des managers, mais ils ne sont pas aussi des leaders. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être leader et en même temps manager. Donc c'est un travail, c'est deux choses un peu similaires, mais qui ont une très grande différence. Et c'est ce qu'on va faire découvrir ce soir, avec également Sébastien, donc que je vous demande d'applaudir très fort aussi. Donc c'est lui qui va nous gratifier également de son savoir. On va partager ce qu'il a ce soir. Donc, j'espère que, à la sortie également de cette conférence, on va s'enrichir également encore par rapport à nos connaissances. Mais ne vous en faites pas de stress. Vous pouvez l'interrompre à chaque fois que vous avez besoin de poser une question par rapport à ça, parce qu'il a un exposé tellement riche, peut-être qu'il va nous prendre maximum 1h30 à 2 heures de temps. Mais on ne peut pas continuer tout au long donc, de la conférence à parler. Il va faire des 30 minutes avec des intermèdes. Donc, vous allez poser des questions et puis on continue progressivement. Mais le timing pour la conférence, en tout et pour tout, en grosso modo, c'est pour 2 heures de temps. Donc, prenez note. Et à chaque fois que besoin s'est senti, il y a les micros qu'on a mis sur la table. Vous pouvez vous l'interrompre et poser des questions. Il est là à votre disposition. Je remercie tous ceux qui sont là ce soir. Les partenaires, les amis, les proches de Paul. Paul, donc c'est un jeune qui a mis une association Tech Diogo. Tout au début, vraiment, il m'a impliqué. À chaque fois que besoin s'est senti, il m'appelle pour qu'on l'accompagne vraiment sur le travail. Vous aussi, je sais que vous êtes également de ses amis, de ses proches. C'est pour la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Je vous demande de l'applaudir très fort, Paul. Lui, c'est un manager et c'est un leadership. Parce qu'il a débuté tout au début avec rien. Mais aujourd'hui, grâce au bon Dieu, il s'est imposé, il est devenu quelque chose dans la ville de Mbour. Voilà ce qui est important. Et puis je sais que tous ceux qui sont là ce soir, vous voulez être des leaders, mais vous voulez être aussi de vrais managers. Parce que coacher des gens, coacher une équipe, c'est pas facile. Tu peux être un leader,
mais tu ne peux pas manager. Mais pour pouvoir lier les deux, c'est important. C'est ce qu'on va vous faire découvrir ce soir avec mon ami, mon frère Sébastien Egero. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Donc c'est lui qui va nous faire de l'exposé. Voilà Sébastien, c'est à vous. Donc à chaque fois, après chaque séance, si vous avez également des questions à poser, il est là à votre disposition. Sébastien, c'est à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Donc je me présente dans un premier temps, je m'appelle Sébastien Egero. Salam alaikum, ça sera plus simple pour beaucoup d'entre vous. Voilà, je suis converti, on m'appelle aussi Bilal. Ce qui vous arrange, ça m'arrange aujourd'hui. Si vous voulez m'appeler Bilal, appelez-moi Bilal. Si vous voulez m'appeler Sébastien, appelez-moi Sébastien. Je répondrai aux deux avec grand plaisir. Donc dans un premier temps, je vous remercie déjà de vous être déplacé jusqu'ici. Voilà, je suis très honoré et très flatté d'être parmi vous. Les mots sont importants, donc vous avez vu que j'ai précisé, alors je l'avais écrit, je l'avais précisé, j'ai modifié le document, mais je me présente en tant qu'animateur. Et animateur, c'est pas un formateur. Je pars du principe que on est dans un partage de connaissances. Et animer, ce n'est pas la même chose que former. Donc les mots ont leur importance. Le savoir que nous avons les uns les autres, c'est des choses qu'on nous a partagées. Et c'est une simple transmission. En fin de compte, c'est un courant qui passe. Donc il faut savoir que quand à un moment on a eu la chance d'avoir des personnes autour de nous qui nous ont partagé des choses. Et je continue simplement ce partage-là en fin de compte. Si je viendrais dans chacun de vos domaines respectifs, vous seriez mes formateurs. Donc ici, en fin de compte, chacun d'entre nous est le formateur d'un autre. Et on n'a pas forcément de mérite à présenter quelque chose que l'on pratique depuis très longtemps ou pour lequel on a une habitude. Donc ça, c'était très important que je commence là-dessus. N'hésitez surtout pas, je vais vous faire participer, c'est vraiment une interaction, c'est pas un monologue. J'ai besoin de vous, et si vous m'aidez pas, je vais attendre que vous me poussiez, et je vais mettre une chaise et je vais m'asseoir. Voilà, donc merci à vous tous, et puis on va démarrer tous ensemble. Donc aujourd'hui on va aborder deux thèmes, le management et le leadership qui sont liés mais malgré tout qui sont différents. Donc on va avoir la possibilité, je vais vous présenter le sommaire. Donc dans un premier temps on va parler du management, on va définir le management ensemble, on va essayer d'en avoir la définition. On va regarder les différents styles de management qui existent. Ensuite on parlera des tâches du manager, donc les différentes tâches, et les leviers qu'il peut utiliser auprès de son personnel, auprès de ses équipes. Dans un deuxième temps, on abordera le thème du leadership. On va aussi le définir. On parlera des caractéristiques du leadership et des différents niveaux de leadership. Ensuite, on verra la différence entre le management et le leadership. Il y aura une petite conclusion, des remerciements, et il y a quelqu'un qui viendra présenter les partenaires. J'ai joint les partenaires à la fin du document et vu que je ne vous connais pas assez bien à titre personnel pour être capable de vous présenter à la valeur ou à la hauteur de ce que vous faites pour votre pays ou pour vos familles, je laisserai les gens qui seront en mesure de faire une présentation plus digne que celle que je serai capable de faire vous concernant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis vraiment à votre disposition et vous m'arrêtez quand vous voulez. On est dans un partage. C'est un fil conducteur, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en sortir. Voilà, on est... Alors, comment pourriez-vous, vous, sans forcément regarder ce qui se passe, vous définir le management ? Comment voyez-vous le management ? Qu'est-ce que pour vous le management ? Il y en a... N'hésitez pas à prendre la parole, ne soyez pas gênés. Comment vous voyez, comment vous percevez le management ? C'est quoi pour vous le management ? Allez-y, je vous en prie. C'est la capacité à mobiliser des ressources collaboratives intérieures des autres entités. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec vous. Un manager, en fin de compte, son rôle, c'est de mener des femmes ou des hommes et d'essayer d'être moteur, en fin de compte. Manager les gens, c'est impulser quelque chose. Donc quand on est un manager, il y a des choses qui sont très importantes au quotidien, c'est l'exemplarité. Ça veut dire que le manager, au quotidien, il insuffle de l'énergie à ses équipes et il tracte son entreprise. C'est pas facile de manager tous les jours parce que on n'a pas forcément le droit
à l'erreur, ou dans un deuxième temps, on n'a pas le droit d'avoir de baisse de régime en tant que manager. Les équipes, elles ont beaucoup d'attentes. Quand on gère des équipes, des fois, qui sont assez importantes, ils se penchent et ils vous regardent de manière très régulière. Ils vous suivent énormément. Donc, quand vous baissez, ils vont faire la même chose que vous. Donc, vous devez être voilà, moteur au quotidien de vos équipes. Donc, la définition dans l'ensemble, la définition du terme est relativement vaste. Elle englobe l'ensemble des techniques d'organisation de ressources, qu'elles soient financières, humaines ou matérielles, mises en œuvre pour la gestion et l'administration d'une organisation. Donc on nous dit, cela englobe l'art de diriger des individus afin d'obtenir une performance satisfaisante en termes de rendement, de productivité, de synergie. Et j'ai mis une petite maxime que j'ai trouvée sympathique. Pour manager, il faut aimer les gens et s'intéresser à eux. Le vrai leader est celui qui grandit en faisant grandir les autres. En fin de compte, le manager, il est caché derrière ses équipes. Donc un bon manager ou un bon leader, il ne se revendique pas manager ou leader. C'est les gens qui lui donnent le leadership en fin de compte. Si on veut s'auto-proclamer leader, c'est qu'en fin de compte, on est déjà passé à côté de quelque chose. Le leadership, c'est pas quelque chose qui se réclame, c'est plutôt quelque chose que les gens ils vous donnent. Donc il faut faire attention à ces petites choses. Et en tout cas, c'est une maxime que j'ai trouvée sympathique et que j'ai voulu vous faire partager sur le document. Donc passer un peu comme ça va permettre. Quels sont les différents styles de management? Quels sont les différents styles de management que vous pouvez, que vous connaissez, que voilà, si y en a d'entre vous qui... Allez-y, je vous en prie. Le délégatif, c'en est un premier. Il y en a combien au total déjà? Il y en a combien au total? Persuasif, délégatif, ça fait 2. Directif, et il en manque un autre. Directif, persuasif, délégatif. Donc, un manager au quotidien, il va essayer d'utiliser ces 4 modes de management. On va les différencier, on va voir qu'ils ont chacun leur utilité, mais j'estime, en tout cas à mon niveau, qu'un bon manager, il doit être en mesure, en capacité d'utiliser ces 4 modes de management. Donc il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, à certains moments de la vie d'une entreprise ou en fonction des situations. Et là, je trouve que c'est quelque chose de très théorique quand on parle de ces 4 modes de management. En général, quand je suis avec mes stagiaires, vous n'êtes pas mes stagiaires, mais quand je suis dans le monde de l'enseignement, j'aime à dire que il faut manager d'une manière, et j'aimerais que vous essayiez de me donner une idée sur la manière. En fin de compte, je trouve qu'il y a un mode de management qui englobe les 4 autres. Je ne sais pas si vous avez une idée, si vous voulez essayer de proposer quelque chose, sachant qu'il n'y a jamais de mauvaise réponse ou tout ce que vous allez proposer, on pourra l'étudier. Vous n'avez pas de... Non? Pas d'idée sur le... Alors, j'aime à dire qu'en fin de compte, un bon manager, il fait du management par objectif. Moi, j'aime à dire qu'en fin de compte, on mène les gens avec des objectifs, et les objectifs, ils se définissent. Donc, il y a un acronyme que vous devez connaître, le management par objectif. Vous avez déjà dû en entendre parler. Vous connaissez? Il s'appelle comment? Non, vous le connaissez? Vous avez entendu? Non, jamais? On dit SMART. Un objectif, il est SMART. S-M-A-R-T. Le S, ça veut dire spécifique. Donc ça veut dire qu'il est précis. Un objectif, il doit être déterminé de manière précise. Le M, il est mesurable. Donc en fin de compte, quand on dit mesurable, on doit créer un outil qui permet de mesurer l'objectif. C'est bien beau de dire que, j'ai dit une bêtise, à la boulangerie, je veux vendre 200 baguettes par jour, mais je suis pas en mesure, j'ai pas créé un outil de suivi qui me permet de savoir si j'ai les 200, si je vais vendre les 200. Donc je dois créer, en général, c'est ce qu'on appelle des tableaux de bord. Après, il y a le A qui s'appelle acceptable, et moi je préfère dire acceptable que atteignable. Les gens, ils utilisent souvent le atteignable, et je trouve que c'est une répétition de la lettre d'après dans laquelle on dit réalisable. Quand on fixe des objectifs à ses équipes, l'important c'est de fixer un objectif. L'idéal c'est de le faire fixer par la personne à laquelle vous le destinez. C'est-à-dire que l'idéal c'est d'essayer de parler avec une personne et de faire en sorte qu'il se fixe son propre objectif.
Parce que si moi j'échange avec vous sur un objectif et que vous me dites, voilà, je dis une bêtise, je suis en mesure de confectionner 200 baguettes dans la matinée, quand la personne elle m'a proposé cet objectif, ça sera difficile pour elle de ne pas l'atteindre, parce qu'elle s'est fixé son propre objectif. Donc c'est plutôt important d'essayer de négocier avec le collaborateur un objectif qui est pas trop ambitieux, parce qu'il n'aura pas je dis en général le goût du miel. Et s'il n'atteint pas son objectif à la fin de la journée, il ne rentrera pas avec la satisfaction de sa journée de travail accomplie correctement. À la fin de la journée, une personne, elle aime, à partir de son travail, et de se dire, j'ai été rémunéré pour un travail, et ce travail, je l'ai rendu en bonne et due forme, comme on l'attendait de moi. Et une personne, elle a besoin de cette satisfaction. Si tous les jours, mon objectif, c'est de confectionner des baguettes, et que j'en confectionne 180, quand je pars à la fin de ma journée, je ne suis pas satisfait de ma journée. Donc c'est important de négocier cet objectif avec le personnel. Après le R, on dit réalisable, c'est-à-dire optimiste mais pas trop. Et T, c'est temporel. Alors pourquoi temporel? Parce que les 200 baguettes, ils pourraient les faire en 1 heure, ils pourraient les faire sur la matinée ou ils pourraient les faire sur la journée. Donc c'est un acronyme qui est très important. Et moi, j'aime à dire aux personnes, le type de management qu'il faut utiliser, c'est un management par objectif. C'est fixer des objectifs, c'est les négocier avec les équipes. Et vous, au quotidien, voilà, vous êtes des professionnels, vous avez l'habitude d'avoir du personnel autour de vous. Mais pour qu'on puisse avancer ensemble, ce qui est bien, c'est qu'on puisse avoir voilà, des objectifs communs, un objectif pour l'entreprise et des objectifs à titre individuel. Pour manager, il faut aimer les gens et s'intéresser à eux. Bah, ça veut dire que forcément, en fin de compte, un manager au quotidien, il y a des choses qui sont importantes. Donc, moi, je vais parler dans un entrepôt parce que je suis issu de la logistique initialement. J'estime que moi, en tant que responsable, le matin, quand j'arrivais, mes premières tâches, c'était de mettre les chaussures de sécurité. On a des baudriers, on oblige le personnel à porter des chaussures de sécurité, des baudriers. Le responsable, déjà, il doit être exemplaire. Il peut pas aller sur le terrain et dire à quelqu'un, tu portes pas les EPI, les éléments de sécurité, quand lui-même, il n'est pas en mesure de les porter parce qu'il n'est pas exemplaire. Dans un deuxième temps, j'estime que le responsable, le matin, il doit faire le tour de toutes les équipes. Donc, il doit aller voir chacun du personnel et lui donner une franche poignée de main. Parce que ça, c'est un témoignage et une marque de respect. Donc, c'est de se déplacer jusqu'au personnel et c'est de connaître le prénom et le nom de chaque personne. Ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà de sentir quand quelqu'un, il peut traverser une période un peu plus difficile. Moi, la manière dont peut-être je peux être amené à te serrer la main tous les matins, il y a un sourire, on a un regard complice, il y a quelque chose. Ça se passe toujours très bien. Et ce matin, quand je te serre la main, je sens que tu es pas comme d'habitude. Moi, en tant que manager, je dois être en capacité, en mesure de percevoir ça. Je dois être en mesure, quand tu me serres la main, de me dire, ah, il n'est pas tout à fait comme d'habitude. Il y a peut-être quelque chose qui le dérange. Donc l'intelligence, c'est moi aussi de venir vers toi. Parce qu'on a un rôle, en tant que manager, malgré tout, un rôle social. Ça veut dire qu'à un moment, il y a trop de gens qui disent non, mais la partie sociale, elle ne me regarde pas. Mais je suis pas d'accord avec ça parce que le personnel, pour qu'il puisse te donner le maximum, il faut que tu puisses t'intéresser à lui un minimum et lui témoigner du respect et peut-être de s'occuper de certains problèmes qui, à ton niveau, tu aurais peut-être la capacité de résoudre. Et j'estime que le manager, c'est ses tâches d'accompagner ses équipes au quotidien. Donc voilà, j'estime qu'on dit aimer les gens, s'intéresser à eux. Il y a dire merci, c'est des choses qui sont simples, mais il n'y a pas beaucoup de responsables qui le font. Je te donne une consigne, tu appliques la consigne, j'ai quand même le droit de te dire je te remercie, tu as fait un excellent travail. Quand tu pars donc, ça c'est moi j'appelle ça des félicitations minutes. Et un responsable dans la journée, il doit en distribuer un maximum. Il doit remercier son personnel. C'est pas parce que vous payez quelqu'un ou je paye quelqu'un que cette personne, voilà, elle n'a pas le droit au respect, elle n'a pas le droit au merci. Ça coûte rien de dire merci aux gens, de les accompagner, de les respecter. Et à des moments, il faut savoir dire non ou montrer que ça va pas, mais il faut savoir reconnaître la qualité du personnel. Parce que si demain vos entreprises elles avancent, il faut bien comprendre que c'est le personnel qui fait le travail. Dans un entrepôt, le directeur il n'est pas là. L'activité elle fonctionne. Il y a les personnes qui font le ménage, qui nettoient les bureaux. Il y a les préparateurs qui préparent les commandes. Il y a les caristes qui rangent les palettes. Si le directeur il n'est pas là, ça fonctionne. Par contre, en général, s'il manque les gens à la base, le directeur il est dans le bureau, il peut pas faire toutes les tâches. Donc c'est une chaîne. Donc voilà, intéressez-vous aux gens et voilà, je pense que c'est très important. Vous le faites déjà certainement, mais c'est quelque chose à accélérer, à faire de manière plus régulière. Félicitez vos personnels, remerciez-les
allez vers eux, comprenez-les, appuyez-les. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. S'il y a pareil une question, n'hésitez pas. Autrement, je continue à avancer si vous n'avez pas de questions particulières. Donc vous avez parlé des 4 modes de management. Quel est celui qui vous paraît le moins sain, entre guillemets, pour le personnel au quotidien? Et on a parlé du management qui est directif, le persuasif, le délégatif et le participatif. Là, lequel vous paraît le moins correct, entre guillemets? Donc c'est le management, on va voir, c'est le management directif en fin de compte. Le management directif, c'est le responsable qui donne les consignes, et on parle de pouvoir, et il y a écrit le supérieur hiérarchique dirige strictement ses troupes, et le mot ses troupes, il est fort, il n'est pas respectueux. Quand on parle de troupes, là on voit qu'on ne parle pas de collaborateurs. Donc c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup, mais un management directif, c'est entre guillemets, tu fais ce que je te demande, de la manière dont je te le demande, quand je te le demande. Et on laisse pas de latitude au personnel avec ce type de management. Ce type de management, il est pour ainsi dire à bannir. Il est pour ainsi dire à bannir parce que les modes de management que peut-être vos parents ou vos grands-parents ont pu connaître, comme en Europe, c'est des modes de management que les gens ils ne sont plus prêts à accepter. Les gens, la vie, la société, maintenant, les gens veulent avoir beaucoup de respect. Les gens ont envie d'être respectés, ont envie d'être considérés. Et c'est des choses que, anciennement, en tout cas, même nous, en Europe, en France, c'était des choses qui n'étaient pas forcément faites avec nos parents. Donc, les gens étaient très difficiles. Et il n'y avait pas il n'y avait pas d'échange, en fin de compte. C'était des consignes qui étaient fermes. Et la jeunesse dans le monde, où est-ce qu'elle soit, et en Afrique aussi actuellement, elle bouge beaucoup et elle aspire à beaucoup de nouvelles choses. Elle aspire à de la liberté, elle aspire à de la connaissance. Elle a envie de la mettre en place. Et vous devez être forcément, chacun d'entre vous, moteur, parce que vous êtes tous des exemples, en fin de compte, autour de vous. Si des fois on ne s'en rend pas forcément compte, on est tous le levier de quelqu'un autour de nous. On peut être le levier d'un fils, on peut être le levier d'un cousin, on peut être le levier d'un enfant, mais chacun d'entre vous, il y a des gens qui vous regardent au quotidien quand vous travaillez, et même si vous en apercevez pas forcément, vous êtes des exemples de beaucoup de personnes, et vous devez insuffler des dynamiques. Vous devez insuffler des dynamiques, mais insuffler une dynamique, c'est aussi, le mode de management, la manière de fonctionner, influencera les personnes qui travaillent avec vous, qui travailleront avec vous à l'avenir. Mais les collaborateurs d'un manager directif, donc là on parle de collaborateurs, mais on voit un peu plus haut qu'il y a écrit ses troupes. En fin de compte, le responsable, il donne des consignes et il veut pas savoir, en fin de compte, je pourrais te l'exprimer de cette manière, Émile, c'est tu fais ce que je te dis, comme je te le dis, quand je te le dis. C'est ça, en fin de compte. Donc je ne te consulte à aucun moment, je te donne un ordre, parce que là ça devient un ordre, on n'est pas dans un échange, je te dis tu fais comme ça, et c'est pas autrement. Et tu le fais au moment où je te l'ai demandé, de la manière que je t'ai demandé. C'est ça le management directif. Mais à des moments, dans des situations de crise, c'est un mode de management qui permet d'aller vite. Dans une situation qui est dangereuse ou périlleuse, alors je vais dire je vais l'imager, un militaire. Un militaire à un moment où un conflit, par rapport à lui, là, on parlera de ses troupes, et il va être très directif. Parce que la décision qu'il aura à prendre permettra peut-être de sauver la vie de ses soldats. Donc à un moment, il prendra une décision. Il n'est pas adapté au quotidien, mais dans une situation particulière, il peut peut-être te permettre de te sauver de quelque chose. Je sais pas si j'ai été clair. Et donc ils doivent se contenter de faire ce que leur chef leur demande. Ils ont pas, en fin de compte, on verra un peu plus loin. Il y a le directif. On sent que directif, le mot il est très fort, c'est très difficile. Persuasif. J'essaye de te persuader de quelque chose. Malgré tout, on est d'accord que quand j'essaye de te persuader de quelque chose, j'essaye quand même de te convaincre. On n'est pas trop dans un échange. Si toi et moi on est assis et puis que j'essaye vraiment de te convaincre, c'est pas forcément un échange. J'essaye encore de te diriger, mais d'une manière un peu plus souple. C'est déjà, on peut les balayer de manière assez rapide, les modes de management. Quand on parle de délégatif,
on donne du travail. Donc là, déléguer, il y a une maxime que j'utilise de manière régulière. Quand on délègue le travail, il faut qu'on fasse quoi derrière? Qu'est-ce quand vous déléguez du travail? Qu'est-ce que vous faites? Vous déléguez une tâche à quelqu'un. Est-ce que vous pensez que quand vous déléguez une tâche à quelqu'un, vous n'en êtes plus le responsable? Est-ce que vous pensez que demain, vous déléguez une tâche à un collaborateur, est-ce que vous pensez que vous n'avez plus la responsabilité de cette tâche? Hein? Il y a un suivi. On dit déléguer n'exclut pas le contrôle. Quand on donne une tâche à quelqu'un, quand on confie une tâche, on en reste le propriétaire. Quand moi je suis responsable et je confie une tâche à quelqu'un, j'en reste malgré tout le propriétaire de cette tâche que j'ai déléguée. Donc on dit déléguer n'exclut pas le contrôle. Le participatif, c'est le meilleur mode de management. C'est en fin de compte, on est vraiment dans l'échange. Participatif, c'est je parle avec vous, on fait une table ronde et on partage. On essaye en fin de compte ensemble de poser nos idées. Donc en général, on fait ça autour vous avez déjà entendu le brainstorming. On fait des brainstorming. Donc on se réunit, on se fixe un objectif commun et après on essaye de voir ensemble qu'est-ce que tu penses, comment est-ce qu'on pourrait faire, quelle est ton idée? Et on prend des post-it. Vous avez une idée, on écrit votre idée sur un post-it, on va au tableau et on la colle sur le tableau. Et on prend toutes les idées sans aucune exception, sans en écarter une. Quand on fait un brainstorming, c'est très important. Et vous, quand vous travaillez avec vos équipes, qui peut mieux que les personnes qui exécutent le poste conseiller sur l'aménagement de ce propre poste? J'ai une bêtise, la personne qui confectionne les baguettes, est-ce que moi, le responsable, je peux savoir quelle est la hauteur de table idéale pour pas qu'il ait mal au dos? Est-ce que je peux savoir la taille ou la surface du plan de travail qu'il doit avoir? Qui peut mieux que la personne qui travaille au quotidien sur le poste m'aiguiller, me guider à faire un poste de travail fonctionnel? Et ça, vous devez prendre ces choses en considération parce que vous allez maximiser la productivité de vos équipes. Vous allez vraiment leur donner les conditions de travailler correctement et ça passe par vous. Ça veut dire que j'ai remarqué en France, je connais un peu moins l'Afrique, même si voilà j'ai beaucoup d'amis au Sénégal et je dirais même de frères sénégalais. Je suis un peu implanté aussi en Côte d'Ivoire, mais j'ai remarqué qu'en France, l'entrepreneur, il arrête vite d'investir en fin de compte. Et le jour où vous allez arrêter d'investir, vous tuerez vos propres entreprises. C'est-à-dire que le jour où vous allez prendre la décision de vous satisfaire de ce que vous êtes en train de gagner, ce jour-là, le jour où vous aurez pris cette décision, vous aurez creusé la tombe de votre propre entreprise. C'est-à-dire que vous devez avoir pour vision, pour but, pour objectif, de maximiser en permanence vos profits. Vous ne devez jamais être satisfait de ce que vous gagnez. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas satisfait à titre personnel, mais on est bien d'accord qu'avec la misère qu'il peut y avoir dans le monde, et elle est aussi en France, il ne faut pas croire qu'elle est qu'en Afrique, il y a tellement de choses à faire autour de vous, il y a tellement de personnes qui ont des besoins de formation, du système de santé, comment ça s'appelle, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'autonomisation. Ça veut dire que vous pouvez, à votre niveau, développer des profits, générer des profits, mais vous pouvez en faire profiter les gens autour de vous. Tendre la main, c'est pas quelque chose de très digne pour une personne. Quand il y a une personne qui nous tend la main à l'extérieur, si on sera à sa place, c'est quelque chose de difficile. Quand quelqu'un il vous tend la main, c'est au niveau de sa fierté, et le travail pour moi c'est la dignité. Donc vous devez de jamais vous satisfaire au grand jamais de vos profits. Si à un moment vous prenez la décision, en fin de compte pendant ce temps-là la concurrence a travail. Vous proposez je vais revenir sur le cas de la boulangerie, il propose sa baguette à 1000 francs CFA et il se dit à 1000 francs CFA j'en vends un certain nombre, tout se passe bien, il travaille plus. Il travaille plus, en fin de compte il y a la concurrence qui travaille. Il s'automatise, il prend une autre type de farine, il travaille. Et à un moment, il va venir avec sa baguette, et la propre baguette qui vendait 1000 francs CFA, cette personne-là va la proposer à 700 ou 750 francs. Au moment où vous allez vouloir réagir pour être capable d'être en mesure d'aller le concurrencer, cette personne-là, elle a travaillé plusieurs années à côté de vous pour vous concurrencer. Et au moment où elle propose son prix sur le marché, vous êtes plus en mesure de réagir. Il a pris trop d'avance. Donc vous devez vraiment, au quotidien, ne pas vous satisfaire. On appelle ça, c'est un état d'esprit dans le monde du travail. Vous devez le connaître. Il y a quelqu'un qui peut me dire, allez, donnez-moi un coup de main. Je sais que vous me regardez, vous m'écoutez, mais voilà, vous avez beaucoup d'idées et je suis sûr que vous êtes en mesure. Et j'ai parlé avec certains d'entre vous, ils connaissent ces maximes-là. Donc
c'est quoi au quotidien un responsable? Qu'est-ce qu'il doit faire? On appelle ça comment? On appelle ça le progrès continu. On appelle ça l'amélioration continue. La persévérance, ça me va très bien. C'est exactement ça, c'est de la persévérance. On appelle ça, c'est les méthodes japonaises, on appelle ça le Kaizen. K-A-I-Z-E-N. Et ça, c'est du progrès continu, l'amélioration continue. En fin de compte, au quotidien, vous devriez avoir pour but ou pour objectif d'améliorer une petite chose. Je dis une bêtise, mais vous vous fixez un objectif, toutes les semaines, j'apporte une amélioration à l'entreprise. Une petite chose, c'est pas parce que quelque chose il fonctionne bien qu'il peut pas être amélioré. Et ça, vous devez au quotidien, c'est vraiment, ça doit être, c'est un état d'esprit. Et en fonctionnant de cette manière, quand on améliore les choses, eh ben, on maximise la rentabilité de l'entreprise. On va maximiser. Vous devez vraiment vous battre pour augmenter vos points. En tout cas, le conseil, voilà, que je peux vous donner, c'est de pas vous satisfaire de même vos situations, même si elles sont très bien. Je pense qu'autour de nous, il y a assez de personnes à aider. Et si vous en gagnez trop, bah, vous allez trouver des personnes à aider, et j'en doute pas une seconde. Pour l'amélioration continue, en fait, est-ce qu'il faudrait... c'est pas grave. Excusez. C'est bon. En fait, pour l'amélioration continue, est-ce qu'il y a, par exemple, à quel niveau d'avancement, à quelle vitesse ou comment est-ce qu'on peut mesurer si on va pas trop vite ou bien quelqu'un comme moi, par exemple, je suis perfectionniste, je veux faire les choses, je veux être dans l'amélioration, mais c'est tout le temps, je veux les faire très vite. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose un rythme, par exemple, à avoir? Le rythme, je dirais que c'est le rythme qui doit te convenir, mais ça vient par ce qu'on appelle la gestion des priorités. Ça veut dire qu'à un moment, quand tu as certaines idées, tu listes les points que tu aimerais améliorer, mais il faut que tu regardes quel est l'objectif, quel est le projet, quelle est l'amélioration que tu pourrais mettre en place qui t'apporterait le plus de choses tout de suite. C'est-à-dire que tu dois hiérarchiser tes priorités. Tu dois lister un certain nombre de choses que tu as envie de mettre en place. Et dans toutes ces choses-là, tu dois identifier la chose. Tu te dis, si je fais ça, ça aura plus d'incidence sur mon activité. Et c'est pas bien de courir tous les lièvres à la fois. Si à un moment on ouvre trop de projets, et c'est des choses, je parle à titre personnel, je me sens concerné par ce que je suis en train de dire. Quand à un moment on ouvre trop de projets, eh ben on va pas au bout de grand chose en fin de compte. On a ouvert tellement de pistes et de voies et on étudie toutes les voies en même temps, mais à un moment on se fatigue. Et il faut la satisfaction d'aboutir tes projets. Donc c'est bien d'essayer d'avancer étape par étape. Tu mènes un projet, quand tu soldes ton projet, quand le résultat te convient par rapport à l'objectif initial que tu t'es fixé, alors tu te fixes un deuxième projet. Mais le rythme est le rythme qui te convient. J'ai pas de timing à te donner. Il est propre à l'entreprise, il est propre à l'activité. Pour répéter ce qu'on avait pu échanger la dernière fois, tu m'aurais demandé il y a quelques années le secteur d'activité qui me semblait le mieux et sans risque. Je t'aurais dit d'ouvrir des restaurants. Je t'aurais dit ouvre un magasin pour manger. Ouvre un restaurant et à l'arrivée, en France, la première chose, tout ce qui a fermé, c'était les restaurants. Donc les gens qui auraient investi dans les restaurants, le conseil que je t'aurais donné, je t'aurais dit, s'il y a bien une chose sur laquelle tu peux pas te tromper, c'est la restauration. Donc on voit que il y a quelqu'un qui décide et il n'est pas basé ici. Donc nous on a des projets, on a des objectifs, mais la décision finale ne nous revient jamais. Donc on fait des causes en fin de compte et après on attend de voir ce qu'il va vouloir nous accorder. Mais quand on fait trop de plans, c'est pas toujours non plus terrible. Donc en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Vous avez d'autres questions? En fait, ce que je voudrais savoir, en fait, si je comprends bien, le management directif, c'est le chef qui donne des consignes et que tout le monde respecte, sans pour autant que les autres puissent donner leur propre mot. Exactement. Mais dans ces cas de figure-là, quels seraient les inconvénients et l'avantage de ce style de management? Mais c'est les 4 styles initiaux. Là, on est dans de la théorie. Les 4 styles initiaux de management, c'est cela. C'est un mode de management qui n'a pour ainsi dire plus court, parce que les gens n'en veulent plus.
Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus par rapport à une situation de crise. Et regarde, tu vois un petit peu à un moment, il y a écrit le supérieur hiérarchique dirige ses troupes. Et là, de troupes, je verrais ce mode de management actuellement propre à l'armée. On voit qu'à l'armée actuellement, voilà, une personne, en fin de compte, je dis dans une situation périlleuse où ça peut, on veut que la décision soit arrêtée de manière ferme pour que ça soit appliqué tout de suite. Mais actuellement, dans le monde de l'entreprise, ce mode de management, il ne faut plus qu'il ait cours parce qu'il n'est pas adapté, il n'est pas bon au personnel, il crée beaucoup de mal-être. Et on va avancer un petit peu parce qu'on va voir un peu, il y a les points positifs de ce mode de management et les points négatifs qui sont développés sur quelques lignes. Quelque part, un bon manager, il utilise les 4 en fin de compte. C'est-à-dire qu'en général, il y a des tests de management. En fonction de la situation, je ne peux pas, Marshall, te manager de la même manière. Si je te manage devant toute cette assemblée, il y a des choses que je peux faire si on est tous les deux. Il y a des choses que je peux faire s'il y a tout le monde. Il y a des choses que je peux faire quand ce matin, là, j'ai eu l'intelligence de venir te dire bonjour et je sens que tu es content, que tu es bien. Je peux me permettre quelque chose, je peux peut-être rigoler d'une manière avec toi. Alors que demain, par rapport à ton attitude, je sais que tu es quelqu'un de respectueux, je sais comment est-ce que tu fonctionnes et ce matin-là, je sens qu'il y a quelque chose qui est différent. Peut-être que tu as eu un problème de famille, tu as perdu un membre de ta famille, tu as eu un problème avec ton épouse ou tes enfants. On est humain, on a tous ce type de problème. Et ce matin-là, le manager, l'intelligence qu'il doit avoir, c'est de percevoir ça. Au moment, il doit avoir cette capacité à percevoir que tu n'es pas comme d'habitude et je ne dois pas me comporter de la même manière que d'habitude parce que tu n'es pas comme d'habitude. Donc tu n'es pas prêt à accepter ou à entendre les mêmes choses que d'habitude. Ça, c'est un manager, en fin de compte, et c'est quelque chose, là je vais vous dire quelque chose que je pense vraiment, il n'y a pas de mauvaises équipes. Écoutez bien, hein, il n'y a que des mauvais managers. Il n'y a pas de mauvaises équipes, il n'y a que des mauvais managers. L'équipe est à l'image de celui qui la constitue. L'équipe est à l'image de celui qui la dirige. On ne peut pas dire, c'est comme si que moi je viendrais ici et je suis le nouveau manager, il y avait un manager avant moi. Le patron qui me présente, il me dit, regarde, ils sont tous ici, mais franchement, ils sont tous pas bons. Moi, je suis bon, mais eux tous, je les ai au quotidien, ils sont vraiment pas terribles. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ça, c'est une remise en question permanente qu'on doit faire. Il ne peut pas y avoir de mauvaises équipes, ça n'existe pas. Quand à un moment, tu communiques avec quelqu'un, il faut comprendre que la personne, elle perçoit le message que tu lui envoies. C'est-à-dire que si demain, moi, je te donne une consigne et qu'elle n'est pas appliquée correctement, c'est l'émetteur qui n'a pas émis le message de la bonne manière. Ce n'est pas le récepteur, ce n'est pas la personne qui reçoit le message qui s'est trompée. Moi, je dois émettre un message que tu es capable d'entendre et de comprendre et qu'il te plaît. Et on doit faire ce qu'on appelle, on verra un peu plus, on en parle, ça s'appelle un feedback. À chaque fois que vous donnez une consigne à quelqu'un, vous devez, ça c'est une obligation, de lui faire répéter cette consigne, avec ses propres mots, à sa manière. Je confie une tâche à quelqu'un, je lui explique sa tâche, et je lui demande, le feedback, je lui demande de la reformuler, de la réexprimer avec ses propres mots, pour savoir s'il l'a bien intégrée. Parce que peut-être il n'applique pas la tâche correctement, parce qu'il ne l'a pas bien comprise. Et en fin de compte, à chaque fois qu'une consigne n'est pas bien perçue, on ne doit pas se dire, c'est lui qui ne la perçoit pas bien. La remise en question, elle doit venir de la personne qui émet le message. Je n'émets pas le message de la bonne manière. Comment se fait-il que quand je lui donne une consigne, il ne l'applique pas de la bonne manière? Ou je ne me suis pas assuré de lui faire répéter, ou je ne lui ai pas émis le message de la bonne manière, mais c'est mon mode de communication qui n'est pas le bon. Ce n'est pas le récepteur. Il faut arrêter de toujours remettre la faute sur les autres. Il faut se remettre en question soi-même. Et c'est quelque chose qu'on doit faire aussi. Alors voilà, mon papa il a beaucoup de tempérament et c'est des choses qu'on doit faire aussi des fois avec nos parents. En fin de compte, on veut souvent rentrer des fois dans un échange. On voit qu'à des moments on est dans un échange avec un de nos anciens et la personne, de par son âge, de par sa culture, de par son éducation, de par l'ère ou la période dans laquelle il a grandi, il y a des choses qu'il n'est pas prêt à entendre ou à accepter, et c'est propre à la personne. Et nous, les jeunes, à un moment, en fin de compte, on ne doit pas heurter aussi nos anciens. Ça fait partie du même mode de communication. Si à un moment j'échange avec mon ancien, et que j'essaye d'avoir un échange avec lui, on n'est pas d'accord, on doit avoir la subtilité, l'intelligence de percevoir qu'un conflit va arriver, et je dois m'arrêter, et je dois reculer.
Reculer, c'est une vraie forme d'intelligence et de remise en question. C'est du respect. C'est mon ancien, il n'est pas prêt forcément à entendre ce message-là, mais par contre, si je lui ai mis de manière subtile, j'ai semé une graine. Peut-être que si le terreau il est fertile, d'ici quelques mois, je raborderai le sujet avec cette personne et j'aurai laissé la graine, il aura déjà eu le temps de réfléchir. Et ça, on doit avoir l'intelligence. À un moment, des fois, quand on échange les uns avec les autres, on se frustre ou on se heurte. Moi, je me referme, je me retourne. Et ça, c'est pas bon en fin de compte. C'est savoir, c'est exactement ça. C'est savoir s'arrêter à temps. C'est de sentir que, je vais heurter Marshall, je vais trop loin. T'as mis une graine. Il est intelligent, Marshall. Ça va faire son chemin. Recule un petit peu. Peut-être d'ici quelques mois, on aura un autre échange où c'est toi qui reviendras mettre cet échange sur la table. Mais sur le moment, toi et moi, on n'aura qu'un conflit. On n'aura rien gagné en fin de compte. On doit vraiment... Le respect, c'est... Je sais pas, ça coûte rien en fin de compte. Le respect, ça coûte rien. On aime être à respecter. On va déjà commencer par respecter les autres. Et dans l'ensemble, en général, quand on fait ça, il n'y a pas trop de problèmes. J'avance un petit peu, donc on a vu qu'on a balayé quand même pas mal de choses. Donc le management directif. Donc les points positifs, tout à l'heure je disais, les prises de décision rapides, c'est efficace et il y a une productivité qui est accrue. Et on parle de taylorisme. Le taylorisme, c'est une... Il y a quelqu'un qui sait ce que c'est le taylorisme? Il y a quelqu'un qui peut nous donner un coup de main? Vous voulez pas beaucoup participer, hein, Je sais que vous savez plein de choses, mais vous n'avez pas envie de participer. Je fais quoi? Je fais la grève ou quoi? Vous voulez pas me donner un coup de main? Juste ma salive. Alors, le taylorisme, en fin de compte, c'est une méthode qui est utilisée dans l'automobile. En fin de compte, on a séquencé des tâches répétitives en production. On part du principe qu'une personne, elle sait faire une chose de manière répétitive et rapide. C'est sur une chaîne de montage, ou est-ce qu'il y a dans l'automobile, en fin de compte, pour construire une voiture, c'est un rouleau d'acier. Le rouleau d'acier, il est déroulé, il est découpé, il passe dans des presses. Et on commence à faire des formes. Dès qu'on fait la forme de l'habitacle, il passe dans un bain anti-rouille, il passe dans un bain de pâture, et la première chose qu'on pose dedans, après, c'est les faisceaux habitacles et les faisceaux moteurs. C'est pour ça que quand un jour vous avez des problèmes avec vos voitures, on vous dit il faut changer une partie du faisceau. La pièce en elle-même, le faisceau, il ne coûte pas grand-chose. Ce qui coûte cher, c'est démonter toute la voiture pour accéder à la partie du faisceau. Donc, en fin de compte, on part du principe, dans l'automobile, qu'une personne, je dis une bêtise, son rôle enchaîne toute la journée, il a un pas montage, la voiture, elle arrive face à lui à ce moment-là. Donc ici, la voiture, elle rentre à ce niveau ici, et elle va sortir ici. Lui, il est sur un tapis roulant, et en fin de compte, ici, lui, il doit visser le rétro, et toute la journée, il va visser des rétros. La voiture, quand elle rentre ici, c'est lui qui la récupère. Quand elle sort ici, il y a quelqu'un qui doit faire une autre tâche derrière lui. Et en fin de compte, le taylorisme, c'est ça, c'est séquencer les tâches pour que les gens ils travaillent de manière répétitive. On part du principe, excusez-moi du terme, que la personne n'est pas en mesure de réfléchir. On se dit, toi tu es capable de visser, visse toute la journée, on n'en parle plus. Toi tu es capable, exactement. Et là donc c'est quelque chose qui est pas terrible. Moi j'ai travaillé dans les usines chez PSA, dans les usines de voitures en France, et c'est un environnement qui est très stressant, qui est très difficile. Pour les managers, c'est hyper sollicitant. Un arrêt de chaîne, c'est 5 000 € par minute. Donc si la chaîne s'arrête, l'employeur, il perd 5 000 € par minute. Et il y a moins de 7 minutes pour détecter une panne informatique. Il y a des écrans de télé qui sont installés partout dans l'usine. Et il y a des modes de secours qu'on appelle des modes dégradés. Et c'est quelque chose de très sollicitant. Quand vous travaillez en usine, j'avais mon cœur qui battait au rythme de la chaîne, sans vouloir en rajouter. C'est-à-dire que la chaîne, elle avance à un rythme, et la pression, elle est tellement puissante que votre cœur, il bat au même rythme que la chaîne. Le matin, la plupart du temps, vous n'avez pas trop faim. Vous vous levez le matin, vous êtes nourri par le stress. C'est quelque chose de très exigeant. Et la manière dont a été constituée l'usine et le travail à l'usine, quelque part, nous oblige, alors on n'est jamais vraiment obligé, mais nous emmène vers un type de mode de management qui est un management directif. J'ai pas dit que c'est bien, hein. J'ai dit que la manière dont c'est constitué nous emmène souvent à diriger les équipes de cette manière. C'est pas une fierté, c'est pas voilà, c'est à nous d'essayer d'être un peu plus fin à des moments. Oui, il y a moins d'erreurs, mais il y a des problèmes ça génère des problèmes de santé, ça génère beaucoup d'autres problèmes.
Après, forcément, après c'est timé en fin de compte. En fin de compte, on fait on appelle ça de la SMB, on fait des temps standards de manutention. Donc on va prendre des chronomètres en fin de compte. On va prendre des chronomètres sur des postes, on va vous faire travailler, et c'est comme ça qu'on va déterminer des charges de travail. C'est un sujet dont on parlera peut-être un peu plus tard un petit peu. J'avance un petit peu parce que j'ai pas fait beaucoup de slides, et donc c'est histoire que non plus on puisse avancer correctement. Donc dans les points négatifs, on nous dit qu'il s'agit indéniablement du style de management qui génère le plus de mal-être au travail, des conflits et autres difficultés au sein de l'équipe qui peuvent impacter toute l'entreprise. Les salariés ont une motivation moindre, ils perdent un sens de leur mission, et par ailleurs, ce système il requiert de nombreuses procédures afin de cadrer le travail des salariés. Donc en fin de compte, on est en train de vous dire qu'il faut des process. Donc un process, en fin de compte, c'est pour s'assurer que chaque personne travaille de la même manière. Pour revenir à la boulangerie Baké Kadior, si demain il a 2 ou 3 personnes qui confectionnent les baguettes, dans ce mode de travail, on va constituer un process, une procédure pour dire de quelle manière il faut travailler. Ce qu'on va vouloir, c'est s'assurer que les 2 ou 3 boulangers qui confectionnent les baguettes les confectionnent exactement de la même manière, sans aucune latitude. Il pèse la farine, il met le sucre, et il met d'abord la farine et ensuite le sucre, et il s'attelle à suivre cette procédure trait pour trait. Et quand on fonctionne de cette manière, derrière, il faut qu'on puisse le contrôler. Vous allez créer des grilles d'audit en fin de compte. Vous allez créer des grilles d'audit, et de manière régulière, vous allez auditer le personnel sans les prévenir. Vous allez aller regarder le personnel travailler, tu lui dis confectionne tes baguettes, je te laisse travailler, fais comme d'habitude. Et vous avez créé en fonction de la procédure qui a été créée, vous allez créer une grille d'audit qui permet d'auditer le travail, et vous le laissez travailler. Et même quand il se trompe, vous devez le laisser se tromper pour aller à la fin du processus. Et quand il aura été à la fin du processus, on fait un débrief avec lui, on lui dit voilà, tu as fait ça et ça et ça, ça s'est bien déroulé. Par contre, à telle étape, fais attention, tu as fait ça de telle manière, il aurait fallu faire de telle manière. Beaucoup de choses derrière, entre guillemets. Donc on va avancer un petit peu. Le management persuasif, c'est un mode de management qui est paternaliste. Ce style de direction allie une forte implication du manager dans la prise de décision tout en gardant un côté humain. En fin de compte, ça se rapproche un petit peu du management directif. On voit un petit peu le papa dans les maisons. Le papa dans les maisons, quelque part, on échange avec lui, on communique avec lui, mais le dernier mot, il lui revient quand même souvent. Donc c'est un peu ce type de management-là. Il y a un semblant d'échange. Il échange tant que ça va dans son sens. Et après, à un moment, quand il y a une décision à arrêter, souvent en général, dans les foyers, c'est le papa qui arrête la décision. Donc il y a quand même malgré tout un échange, plus que dans le directif, mais il est prêt à échanger tant qu'entre guillemets, ça sert les objectifs ou les intérêts qu'il nourrit ou dont il a l'ambition pour la famille. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est déjà un petit peu moins difficile, mais on voit quand même malgré tout que quand le papa dans une maison ou dans un foyer, il arrête une décision, la plupart d'entre nous, on va s'y plier. Donc il veut bien échanger avec nous, et à un moment ou un autre, il arrêtera une décision. Donc c'est un petit peu la nuance. Donc là, on dit... Moi, je dois émettre un message qui est capable d'entendre et comprendre et qui te plaît. Et on doit faire ce qu'on appelle, on verra un peu plus, on en parle, ça s'appelle... Le cadre doit mobiliser ses troupes, les collaborateurs sont davantage impliqués dans la vie de l'entreprise quand même, comme il impliquerait ses enfants, il y a quand même un échange. Leurs avis sont pris en considération, il les écoute, ça ne veut pas dire forcément qu'il l'applique, mais en tout cas, il les écoute. En revanche, le supérieur hiérarchique, il conserve le pouvoir de décision finale, il est moins autoritaire que le précédent, ce mode de management reste néanmoins relativement fermé. C'est malgré tout lui qui arrête quand même les décisions, et il y a moins d'échanges. Vous avez des questions sur cette partie-là? Pas de questions en particulier? Je continue à avancer. Alors, les points positifs du management persuasif. L'autorité et la bienveillance induisent un sentiment d'appartenance à une équipe, une certaine loyauté et renforcent la cohésion. Les conflits sont moins nombreux et ou plus aisément appréhendés. Dans les points négatifs, c'est un mode de management qui est peu ouvert. Ce mode de management offre un espace de liberté qui est relativement cadré et s'avère complexe à mettre en place. Donc voilà, c'est encore un mode de management qui ne permet pas trop d'échanger. Je pense que voilà, il faut vraiment se tourner vers les derniers modes de management. En tout cas, si vous avez un petit peu retenu, et j'en suis sûr ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces 4 modes de management, il faut les mener dans quel but? C'est quoi?
Il faut tendre vers quoi avec ces 4 modes de management pour tirer quelque chose de sympathique? Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut avoir un mode de management qui est par objectif. Vous fixez des objectifs et on se fixe des objectifs les uns les autres et ça sera beaucoup plus sympathique. Vous avez des questions sur cette partie-là? Pas de questions sur cette partie? Alors, le management délégatif. Donc ce style de direction, parfois nommé le management consultatif, il offre aux salariés une marge de manœuvre assez large. Les collaborateurs sont régulièrement consultés. De plus, ils sont fortement impliqués dans la vie de l'équipe, tout en gardant des objectifs très axés sur les résultats. Le manager doit savoir déléguer opportunément afin de maximiser la motivation et l'efficacité. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand vous managez, vous devez donner des consignes. Et ce qui est important quand on délègue, déléguer n'exclut pas le contrôle. Donc quand vous donnez des consignes aux gens, il faut vraiment avoir en tête que ce n'est pas parce que je délègue une partie de mes tâches, vous allez déléguer, vous partez en vacances, vous déléguez la gestion de la caisse, vous déléguez la gestion de l'entreprise à quelqu'un, mais malgré tout, quand vous allez revenir, les résultats de l'entreprise vont vous impacter vous. Donc ce n'est pas parce que vous déléguez une tâche que vous n'en êtes pas, vous n'allez pas être impacté directement derrière par la résultante de cette tâche qui aura été déléguée. Donc vous devez vous assurer de manière régulière que celle-ci est appliquée comme vous souhaiteriez qu'elle soit appliquée. Est-ce que vous avez pareil, de questions? Non? Pas de questions dessus? Alors on avance, on a balayé un petit peu. Donc, le management délégatif, son point positif, les points forts d'un tel type de direction sont nombreux. Forcément, quand on délègue, il y a beaucoup de motivation dans les équipes, il y a une cohésion d'équipe, l'ambiance de travail, elle est bénéfique, et on responsabilise les collaborateurs, il y a un bon mode de communication. On dit les risques psychosociaux liés à une pression trop élevée sont à craindre dans les points négatifs. En fin de compte, souvent quand on commence à déléguer, des fois on délègue trop de tâches. On délègue, en fin de compte, ça génère une surcharge de travail. Quand à un moment le responsable il délègue de ses tâches, il est au quotidien. Et on va générer une surcharge psychologique sur la personne. Donc vous devez faire attention quand vous déléguez les tâches, de ne pas déléguer trop de tâches et de vous assurer que la personne soit en mesure de supporter ce volume de travail. Ça peut générer beaucoup de difficultés. Le manager, la communication, comment vous voyez la communication pour un manager? Comment vous voyez-vous la communication? C'est quoi communiquer pour vous? Comment vous voyez communiquer? Communiquer, c'est faire quoi? C'est échanger? C'est échanger de quelle manière? C'est que parler? Est-ce que c'est que... C'est écouter. C'est quel type d'écoute? Attentive, mais on appelle ça de l'écoute active. On appelle ça de l'écoute active. C'est une écoute dans laquelle, dans l'échange, on peut apporter quelque chose. Pour parler un petit peu des qualités d'un manager, parce qu'on a un petit peu, donc le manager, c'est un accélérateur de communication. Vous pourriez me citer des comment ça s'appelle? Des qualités pour un manager? Vous voyez des qualités pour un manager? Quelle qualité vous aimeriez mettre en avant pour vous? Pas de qualité Être persuasif, d'accord? Ok. D'être responsable. D'écouter. Inspiré, ouais. Attentif. Être patient. Mais patient de quel... oui, d'accord. Attentif, patient. Autre chose? Collaborer. Vous n'avez pas... Voilà, un manager, il doit faire quelque chose de très important, c'est anticiper. Un manager, il doit être ça fait partie... Toutes les qualités que vous m'avez citées sont bonnes, hein, mais il doit aussi beaucoup anticiper. Un manager qui réagit beaucoup, c'est un problème. La réactivité, pour moi, c'est une qualité à des moments. Quand il y a quelque chose, on ne peut pas calculer tous les risques, attention, hein, parce que c'est pas nous qui avons toutes les décisions. Mais en tout cas, un manager qui réagit beaucoup, c'est qu'il n'anticipe pas assez. Donc une des principales qualités d'un manager, c'est l'anticipation. Vous devez anticiper un maximum. Vous devez essayer de voir
ou de percevoir des problèmes qui seraient susceptibles d'arriver. Donc c'est pas facile ce que je suis en train de vous dire, mais ça fonctionne par rapport à des échanges qu'on a avec nos équipes. Vous devez être dans l'anticipation de manière très régulière. Quand on réagit beaucoup, c'est qu'on n'anticipe pas. Ou on anticipe peu. Donc vous devez, voilà, la communication, l'anticipation, c'est très important. Le management participatif. Donc on voit le plus intéressant à la fin. Il a considérablement le vent en poupe actuellement. Il est de loin le plus ouvert et le plus humain. Les salariés sont ici largement impliqués dans la vie de l'entreprise, notamment ce qui concerne les décisions, qui dans ce schéma sont prises de manière transversale. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, tout le monde participe à la prise de décision. À un moment, on prend des décisions de manière collégiale. On intéresse tout le monde. Et vous aussi avec vos employés, voilà, je vous invite de manière régulière à aller... on a des personnes autour de nous qui ont des compétences quelque part cachées, qu'on n'a pas été identifiées. Mais ça, c'est de notre faute à nous. En fin de compte, un manager, il doit faire en sorte que il doit tirer le meilleur de ses équipes, mais il doit leur donner des perspectives d'évolution. Si vous avez du personnel autour de vous et que vous les cantonnez à des mêmes tâches toute leur vie, vous partez du principe que toute sa vie, il sera incapable de faire une tâche, entre guillemets, de manière basique. Vous ne lui donnez pas de perspective d'avenir. Lui, il a envie de progresser, il a envie d'être formé, il a envie de gagner plus d'argent, il a envie d'avoir plus de responsabilités. Et ça, au quotidien, vous devez identifier, détecter les talents qui sont autour de vous. Vous devez leur permettre de s'exprimer. C'est important parce que si demain dans l'entreprise, je me dis « Ah, mais mon responsable, il a identifié le talent d'un de mes collaborateurs et il l'a fait évoluer », moi, peut-être demain, j'ai envie de rester avec vous parce que je me dis « Ah, mais c'est bien, Marshall, il a fait évoluer telle personne parce qu'elle le méritait. Peut-être que demain, mon tour viendra. » Et il faut que les gens ils puissent se projeter dans la politique de votre entreprise. Il faut que les gens ils aient une vision sur l'avenir dans l'entreprise et sur ce qu'ils peuvent vous apporter et là où ils pourraient arriver. Et ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Ça, c'est à vous de leur donner cette possibilité. Vous ne devez pas les cantonner à des tâches ad vitam aeternam, à une tâche basique où, bon, lui, il travaille, il fera ça, il est bien à sa place, et puis, c'est pas comme ça. Vous devez leur donner la possibilité. Normalement, un manager, j'estime qu'il ne doit pas les chercher. Les évolutions, il ne doit pas les chercher à l'extérieur de l'entreprise. Les évolutions, il doit les prendre à l'intérieur des services. Si on prend quelqu'un à l'extérieur, c'est plutôt pour remettre quelqu'un à la base. Mais les évolutions sont à distribuer, sont à donner aux personnes qui vous ont été fidèles et qui sont là depuis le début. Parce que ça, c'est donner un dynamisme à l'entreprise et donner envie aux gens qui sont autour de vous de s'impliquer dans le projet de l'entreprise. Si moi, je sens que ma chance, elle n'arrivera jamais, quand vous me paierez pour faire 1, ben je vous donnerai 1. Si je sens que j'ai une possibilité un jour ou l'autre d'évoluer chez vous, vous me payez pour faire 1, et ben moi je ferai 1,1, 1,2. J'irai au-delà de ma tâche parce que j'ai envie que vous puissiez m'identifier comme quelqu'un qui va être amené à évoluer et ça me donne envie, c'est moteur pour moi. Mais si je sens que je n'ai pas ce respect, que je n'ai pas cette considération, que je n'ai pas cette possibilité d'avancer, je me cantonnerai à faire le minimum parce que je me dis de toute façon, il m'a pris pour faire ça et il ne me donnera rien. Donc je ferai la chose pour laquelle je suis rémunéré et il n'aura pas au-delà. Et vous passez à côté d'idées aussi. Parce que dans les entreprises, maintenant, souvent, on met ce qu'on appelle des boîtes à idées. On met des boîtes à idées, nous en France, on met des boîtes à idées dans lesquelles une personne, quand elle a une idée bénéfique, elle la met dans la boîte à idées. On débriefe l'idée ensemble. Et si elle apporte quelque chose à l'entreprise, on récompense le personnel. Donc on lui donne une prime, on lui donne quelque chose. On s'entend sur il a peut-être besoin d'une formation. Hein, les leviers, c'est pas toujours financier. Les gens, ils cherchent aussi beaucoup de reconnaissance. Ils cherchent beaucoup de considération. Ils cherchent beaucoup de respect. Si vous allez toujours sur le levier financier, c'est quelque chose qui devient difficile après à vous pour supporter parce que vos charges elles vont augmenter de manière régulière. Donc c'est bien d'aller sur du levier financier parce que la considération, elle ne paie pas les factures, ça je suis d'accord avec vous, mais au quotidien aussi, le personnel il a besoin d'être respecté, d'être considéré. Donc les leviers ne sont pas uniquement
de manière, voilà, c'est pas forcément toujours une augmentation ou une prime. Ça peut être le cas, mais c'est pas le seul levier. Et ne partez pas toujours sur ce levier directement. Donc le management participatif, voilà, c'est actuellement le mode de management que tout le monde préfère au quotidien, et c'est à vous de, voilà, de... Le manager, en fin de compte, exactement, c'est très important, il doit reconnaître ses torts. Dans certains moments, alors là c'est au moment du leadership, à un moment, en fin de compte, on doit savoir lâcher le leadership. Ça veut dire que le leader ou le manager, il est leader ou il est manager parce qu'il connaît son travail, il connaît ses tâches, mais quand tu t'appuies avec du personnel, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être challengés par leur personnel. C'est-à-dire que dans le monde de l'entreprise, en tout cas, c'est un défaut qu'il y a en France. Je ne connais peut-être pas forcément assez bien le Sénégal pour être capable de m'exprimer sur le... Mais les gens, ils ont souvent peur, en fin de compte, quand ils prennent du monde, ils ont peur d'être challengés ou d'être poussés par quelqu'un où ils sentent qu'il va être, pour ainsi dire, plus compétent que lui sur le domaine. Il a peur qu'on lui prenne sa place. Mais en fin de compte, si moi, je t'ai embauché, je suis ton responsable, c'est bien moi qui ai identifié ton talent. Si tu es meilleur et tu me pousses, tu vas me faire progresser. On est dans un partage. Si demain, moi, je suis amené à évoluer, si toi, tu peux être amené à prendre mon poste, la personne d'au-dessus, elle aura quand même eu un minimum l'honnêteté de savoir que c'est moi qui t'ai recruté, qui ai identifié. Ça devrait suivre son processus et c'est moi qui devrais continuer à évoluer. Mais les gens ici, en tout cas en France, ça, c'est un défaut terrible. En fin de compte, on aime... Alors, c'est un pays qui est très codifié. Bon, vous avez beaucoup d'inspiration française, donc je pense que vous êtes impacté de la même manière. C'est un pays dans lequel il faut s'habiller de telle manière. Donc, la cravate, ça se porte de telle manière. Les chaussures, ça se porte comme ça. Le système anglo-saxon, il est beaucoup plus sur la compétence. Ça veut dire que ce que vous dégagez, ce que vous émettez, ce que vous renvoyez, m'intéresse un peu moins. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous êtes en mesure de me faire gagner, ce que vous êtes capable de m'apporter. C'est ça. On voit d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, mais toutes les anciennes colonies anglophones, elles avancent maintenant beaucoup plus que les anciennes colonies francophones. Parce que c'est pas le même état d'esprit qui a été insufflé. Ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. En France, nous, c'est très codifié. Et c'est quelque chose, c'est triste ce que je vais dire. Il vaut mieux maîtriser les codes, tous les codes, et ne pas être compétent, qu'être compétent et ne pas avoir les codes. C'est triste ce que je suis en train de dire, mais c'est quelque chose que je pense sincèrement. C'est-à-dire que si tu sais porter le costume de la bonne manière, avoir les chaussures, avoir la prestance, fermer le bouton du haut et pas le bouton du bas, parce qu'il ne faut pas fermer les deux, c'est un code. La cravate rouge, ça fait... C'est quelqu'un qui la porte, ça doit ressembler à ton tempérament, c'est quelque chose d'assez offensif. C'est quelqu'un qui est assez fort. Le bleu, c'est quelqu'un qui a... Il y a des codes en fin de compte. Et quand vous maîtrisez ces codes, si tu maîtrises tous les codes et pour ainsi dire tu n'as pas les compétences, en France tu avances, pour ainsi dire sans aucune limite. Pour ainsi dire sans aucune limite. Si tu as la compétence et tu ne renvoies pas ce que j'ai besoin de voir, eh bien alors tu n'avanceras pas. Et c'est un gros défaut. Et souvent les managers, ils aiment à recruter des gens qui ne les mettent pas en danger. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas au bien de l'entreprise parce qu'ils se disent, si je le prends, je pense que je suis en mesure de le maîtriser assez facilement. Donc il restera en dessous moi et au moins il ne me challenge pas trop et je ne me sens pas en danger. Mais le but, en fin de compte, c'est de recruter quelqu'un d'hyper compétent. S'il vient me pousser, il me fait progresser. Et si dans un domaine, il est meilleur que moi, je dois l'accepter. C'est comme si que moi, je devrais avoir la prétention de vous dire, dans chacun des domaines, je suis meilleur que tout le monde ici. Mais je suis meilleur que personne. Moi, dans la logistique, qui est mon cœur de métier, oui, je suis plutôt compétent, mais il n'y a pas de mérite. J'ai fait 20 ans dedans. Je vous raconte une histoire que j'ai vécue pendant 20 ans. Donc, quelque part, ce n'est pas difficile. Si je viens dans chacun de vos domaines, chacun d'entre vous va être mon professeur, mon formateur, mon enseignant. Et normalement, l'intelligence d'un bon manager, c'est de s'équiper, c'est de s'entourer des meilleurs. Et dans un domaine dans lequel peut-être la gestion de projet ou autre, sur ce sujet-là, monsieur est plus compétent que moi. L'intelligence, le leadership, ça ne se revendique pas. Dans la situation, l'intelligence, c'est moi de reculer. C'est de savoir que sur ce sujet-là, il sera en mesure d'apporter plus que moi. Et s'il est en mesure d'apporter plus que moi, eh ben, j'apprends, je progresse. Alors je lui laisse prendre le leadership. Et un bon manager, il doit savoir laisser le leadership à des moments. S'il veut toujours conserver le leadership, c'est un problème. Dans les points positifs, donc, on nous dit les atouts d'un tel style managérial ne manquent pas. Motivation accrue, sens au travail, responsabilisation et autonomie décuplée. On peut gérer les talents, et là c'est ce qu'on était en train de dire,
ça permet une gestion de carrière optimale. Les gens, ils se sentent impliqués et ils ont envie d'apporter à l'entreprise. Le feedback est largement utilisé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous n'hésitez pas, quand vous donnez des consignes, vous les faites reformuler. Vous donnez une consigne à quelqu'un, vous assurez qu'il la reformule, pour savoir que ça a bien été compris. Donc on a un peu aussi pris par le temps, on essaie d'avancer un peu plus. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps et voilà, on a aussi un timing à respecter. Je vais essayer d'accélérer un petit peu plus et je tiens à m'excuser par rapport à ça. Donc dans les points négatifs, il est possible d'observer une certaine dérive. Il peut y avoir, en fin de compte, quand à un moment on fait participer tout le monde, ça peut aller dans tous les sens si c'est pas cadré. Ce qu'il faut, c'est que malgré tout, le manager, il cadre le mode participatif. Il faut qu'il laisse les talents s'exprimer, mais il faut qu'il soit en mesure quand même, malgré tout, de cadrer l'expression de ces talents, parce qu'après un moment, si tout le monde s'exprime dans tous les sens et qu'on n'est pas capable de remettre les gens sur le sujet principal, on va perdre du temps. Donc voilà, il faut faire attention. Les tâches d'un manager, donc il doit veiller à l'application de la stratégie d'entreprise. On va en parler ça un petit peu après, on va le voir, on va le développer au niveau du leadership. Il y a 3 niveaux de leadership, on en parlera. Organiser et répartir le travail entre les équipes, ça comprend être capable de déterminer la charge de travail. Vous devez être en mesure de quantifier le travail qu'il y a à faire et de mettre les bons moyens en face. Ça, c'est calculer une charge de travail. Quelle est la quantité de travail à fournir? Quel est le personnel adéquat à mettre pour l'absorber? Ça, c'est des choses que vous devez être en mesure de faire. C'est des calculs de charge de travail. Planifier le travail et s'assurer du respect des délais fixés. Donc en fin de compte, quand vous prenez du travail, vous prenez des commandes, peut-être que vous prenez des commandes que vous allez desservir pendant plusieurs journées. Donc quand vous acceptez le travail, vous devez être en mesure de planifier ce travail. Vous devez être en mesure de l'organiser. Et il y a une triptyque qui est très important qui s'appelle QCD. Qualité, coût, délai. Et ça doit être un leitmotiv pour vous au quotidien. QCD. La qualité en premier, au moindre coût dans les délais impartis. Donc ça en fait un petit peu partie. Gérer le budget, donc ça vous devez établir des budgets prévisionnels. Vous devez avoir des calculs qui vous permettent de savoir quel est le montant de vos investissements, quand est-ce que vous allez atteindre le seuil de rentabilité et à partir de quand vous allez pouvoir dégager du bénéfice. Assurer la coordination et la communication entre la direction et les salariés. Donc vous devez être en fin de compte un accélérateur de communication. Assurer le contact et les relations avec les administrations et les pouvoirs publics. Motiver les troupes de travail. Désamorcer les éventuels conflits et se porter garant de la qualité des prestations de services rendus. Donc c'est des tâches qui sont non exhaustives parce qu'il y en a forcément d'autres, elles ne sont pas toutes listées. Il y en a une partie qui est listée, il y en a forcément d'autres à apporter. Alors, les leviers du manager, donc, on en a parlé tout à l'heure. Au fil des décennies, ils cessent d'évoluer. La dernière tendance s'oriente vers plus d'écoute et de bienveillance. Les managers, ils peuvent optimiser les résultats de leurs équipes en s'appuyant sur la qualité de vie au travail. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Un collaborateur qui se sent bien au travail se révèle plus performant. Donc vous devez vous assurer et faire en sorte qu'il puisse s'épanouir au travail. Il y a des choses qui sont mises en place des fois dans des sociétés en Europe et puis que vous devez peut-être aussi mettre ici en place. C'est des commodités pour que le personnel puisse faciliter son quotidien. Alors, je donne un exemple. Pour ceux qui travaillent dans les bureaux en France, ils ont mis des systèmes dans lesquels les gens ils peuvent donner leur costume sale et leur chemise sale. Quand ils arrivent à l'entreprise, ils le laissent. C'est récupéré, c'est mis en laverie. Quand ils récupèrent le soir, son linge il est propre. Donc il y a des petites commodités qui peuvent être mises en place, vous au quotidien, qui peuvent être bénéfiques pour vos salariés. Ça, c'est à vous de les identifier en échangeant avec eux. Donc, l'environnement de travail, c'est ce que je venais d'expliquer. Pour le bien-être de ses équipes, le manager doit leur donner la possibilité d'évoluer. Il peut remonter les demandes en tenant compte des suggestions de ses collaborateurs. Peut-être qu'il y a besoin d'une fontaine à eau, d'un coin cuisine. En fin de compte, vous échangez avec vos personnels pour savoir qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'ils soient plus efficaces, plus efficients. L'organisation du travail. Donc le manager, il doit être à l'écoute de ses collaborateurs. Il doit identifier les situations qui peuvent entraîner une baisse de leur motivation. Donc ça, c'est à vous prendre le pouls. Et prendre le pouls, ça, c'est au quotidien. C'est le matin, c'est le soir, c'est aller sur les équipes. Un manager, il fait beaucoup de terrain. Un manager qui fait beaucoup de bureaux, il passe à côté de quelque chose. Vous devez vraiment faire beaucoup de terrain. C'est la loi des 20-80, la loi de Pareto. On dit,
vous devez faire au moins à peu près 80% de terrain et 20% de bureau. Mais il ne faut pas, un manager, en tout cas qui a des équipes sur le terrain, il doit être au quotidien à la bagarre avec ses équipes. Définition du leadership. Donc le leadership, c'est l'influence politique, psychologique et sociale d'un individu sur un groupe d'individus ou d'un groupe d'individus sur un autre. Le leader a des compétences personnelles qui lui confèrent une différence et qui lui permettent d'être écouté, suivi par un groupe de personnes. Donc pour résumer un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, on ne se réclame pas leader. Le leader, en fin de compte, c'est les gens qui estiment que vous êtes un leader. Le brassard de capitaine dans une équipe, normalement, il ne se réclame pas. On identifie c'est qui peut mener les troupes à la victoire et le brassard, il lui revient de droit. Il est donné par la totalité de l'équipe. Donc le leader, il doit influencer et fédérer un groupe. Le leader a une autorité d'influence qui est basée sur les relations que le leader noue avec les membres du groupe. Ça va impliquer qu'il motive les membres de l'équipe, qui communique efficacement et qui fait adhérer l'équipe à un but commun. Le leader, en fin de compte, il doit être, j'aime utiliser, c'est charismatique. En général, un leader, il est charismatique. On le suit sans... Il génère une énergie, il génère quelque chose. Il génère, voilà, il y a quelque chose de naturel et les gens, ils se mettent dans son sillage et ils le suivent parce qu'il est bon pour ça. Et voilà, vous devez... Certains d'entre vous ont l'habitude et vous devez avoir des exemples. Et c'est des personnes qui vous ont inspiré. Et bien, vous, demain, ceux que vous inspirez, vous êtes un leader pour eux, en fin de compte. Donc, dans les caractéristiques du leadership, voilà, on voit pour atteindre un but commun. Donc, un groupe, il se définit par la réalisation d'un but commun. Et on va voir, il y a une vision, un ou plusieurs buts et des objectifs. La vision, ça pourrait être... ce soir, il va y avoir la Ligue des Champions. On veut voir un football offensif. Après, un ou plusieurs buts, et de quelle manière je peux mettre la tactique. La stratégie, c'est je veux voir du football offensif. La tactique, c'est je joue en 4-3-3, je joue en 4-4-2. Et la partie des objectifs en bas, ça va être les opérationnels. On va le voir dans les 3 niveaux de leadership. On parlera de leadership stratégique, tactique et opérationnel. La direction dans une entreprise, vous, en fonction des niveaux dans lesquels vous vous trouvez, des fois, vous occupez les 3 rôles. Quelqu'un qui a une petite entreprise, il a une vision stratégique. La vision stratégique, c'est une vision à long terme. C'est ce vers quoi on veut tendre. La vision tactique, c'est celle qu'on va appliquer au quotidien. Moi, j'aimerais demain, j'ai pour but à long terme d'arriver là, mais à moyen terme, il faut déjà que je mette quelque chose en place. Et j'ai à court terme aussi. Donc on a la partie stratégique, en général, qui est fait par qui est impulsée par les investisseurs, en général dans les entreprises qui sont en France, par les investisseurs internationaux. Derrière, on a nos directeurs, tous les membres de la direction. Ça, c'est la partie tactique. Et la partie opérationnelle, elle va être dirigée plutôt par les responsables d'exploitation, les chefs d'équipe et tout. Donc on a 3 niveaux de leadership. Et on va les voir derrière un petit peu, c'est un résumé de ce qu'on va voir derrière. Donc vous devez instaurer des relations de confiance avec vos personnels. Donc un leader, il tient son autorité des membres du groupe, on en a assez parlé depuis tout à l'heure, qui vont le reconnaître comme tel. Il a confiance en son groupe et le groupe a confiance en lui. Il y a un respect avec ses équipes et une écoute réciproque. Et bien entendu, l'exemplarité du leader, s'il veut conserver la confiance du groupe dans le temps. Et on va continuer à avancer un petit peu, on va voir que on avait déjà parlé des parties qui vont arriver maintenant. Donc, pour une durée limitée, donc là, on ne peut pas être un leader à tout moment, on en a parlé tout à l'heure. À des moments, il faut savoir reculer. Sur une longue période, l'environnement joue un rôle prépondérant. Une situation de crise, par exemple, peut radicalement bouleverser le leadership dans un groupe. Il appartient au leader d'être capable, lorsque la situation l'exige, de lâcher son leadership, ce qui implique d'utiliser les leviers du leadership participatif, d'être capable de laisser la place aux autres quand c'est nécessaire, et de faire preuve d'humilité, car un leader n'existe que par l'intermédiaire de son équipe. Et ça revient un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Le leader, il doit savoir reconnaître ses torts. On se trompe, on est des humains. Quand on fait une erreur, on dit qu'on s'est trompé, on s'excuse, et on avance. Mais il faut pas hésiter à dire qu'on a fait des erreurs. Parce qu'en fin de compte, on n'apprend pas par la réussite, on apprend par l'erreur. Chaque chose que vous réussissez au quotidien de la première fois ou d'entrée, en fin de compte, vous n'avez pas progressé. Si vous réussissez quelque chose tout de suite,
Il faut vous dire que vous saviez déjà le faire. Quand vous entreprenez un projet, que vous le réussissez de la première, facilement en fin de compte, c'est que vous aviez déjà la capacité, vous n'avez pas appris. On apprend souvent par l'erreur. Quand on se trompe, on fait une analyse, on regarde où on s'est trompé, on capitalise dessus et on se reprojette et la prochaine fois, on avance dessus. Donc le leadership stratégique, donc là, se rapporte au but et aux objectifs à long terme d'une organisation. 3 types de niveaux, les niveaux de leadership. Stratégique, on définit une politique qui nous permet de voir à long terme. Tactique, le leader tactique, il se préoccupe du ici et du maintenant. Lui, il essaye de se dire, dans beaucoup d'années, on voudrait être à tel endroit, mais en attendant, le quotidien, c'est maintenant. Donc, il va mettre quelque chose en place. Et le leadership opérationnel, on dit les leaders opérationnels sont les héros oubliés des organisations. Et ça, c'est les personnes qui ne sont jamais mises en avant. Parce qu'ils créent les structures et les systèmes qui permettent d'atteindre la vision et les objectifs des leaders stratégiques, tout en procurant un cadre de travail pour agir sur l'inspiration des leaders tactiques. Pour l'exprimer de manière régulière dans une entreprise, un chef d'équipe qui implante des palettes dans un palettier, il va utiliser des outils, il va utiliser l'ABC, il va utiliser une implantation spécifique qui va permettre d'optimiser le cadencement de ses équipes. Dans le palettier, il va définir une stratégie de savoir qu'il faut mettre telle référence à tel endroit pour telle chose parce qu'elle sort plus qu'une autre. C'est souvent la personne qui est en bas de l'échelle qui va mettre une organisation en place en bas dans la structure, qui va correspondre à ce que la haute direction, elle veut au niveau des objectifs. Et c'est vraiment marrant parce qu'il va mettre quelque chose en place qui va servir son chef à le manager. C'est pour ça qu'on dit que là, pour agir sous l'inspiration des leaders tactiques, la personne qui va être en bas, elle va mettre une organisation qui va plaire à la grande direction et qui va permettre à son manager de le gérer. Donc on voit qu'en fin de compte, la compétence, elle vient aussi beaucoup du bas et c'est souvent des personnes qui ne sont pas forcément respectées à leur juste valeur. En conclusion, je vous laisse la lire et elle devrait vous plaire. Il est préférable de diriger de l'arrière et mettre les autres devant. Un bon leader, il se cache, il laisse les autres prendre le bénéfice et quand il y a des problèmes, quand ça ne va pas, le vrai leader, il se met devant. Donc quand ça fonctionne bien, le leader, il est caché parce que ça fonctionne bien, parce que c'est les équipes qui font le travail. Et quand ça ne va pas, il va au front. Il se met devant, il protège ses équipes. La vraie force, c'est de la détenir et pas de l'utiliser. Quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est puissant, il a la force dans la main, mais il ne l'utilise pas. Il va l'utiliser pour vous protéger. Ça, c'est quelqu'un qui est fort. Ça, c'est un homme fort. Mais avoir la force et écraser quelqu'un, ça, c'est pas de la puissance, c'est de la faiblesse. La puissance, c'est la détenir et c'est ne pas l'utiliser. C'est l'utiliser même pour vous protéger. Ça, là, je vais montrer que je suis un homme fort. J'ai de la force, mais je vais te protéger avec. Ça, c'est faire preuve de force. Mais avoir la force à aller écraser quelqu'un, il n'y a aucun mérite à ça. Et voilà, c'est ça. Donc un vrai leader, c'est quelqu'un qui va au front quand c'est la bataille pour ses équipes, qui va se battre pour aller chercher des augmentations avec la direction, qui monte en haut et qui s'assoit avec le grand patron qui signe le chèque et qui dit « je ne vais pas sortir de là tant que tu ne vas pas me permettre d'avoir une enveloppe satisfaisante pour les membres du personnel. » Parce qu'on génère de plus en plus de bénéfices et le personnel, il n'en voit pas la couleur. Ça, c'est des vrais leaders. Donc normalement, dans la plupart du temps, le leader, il est caché. Il laisse les autres prendre la gloire quelque part. Donc je vous remercie, je suis désolé, on a accéléré un petit peu, voilà, j'ai pris beaucoup de temps. En remerciement, nous tenons à vous remercier pour cette belle fin de journée autour d'échanges et de partage. On a été heureux de pouvoir aller à votre rencontre et espérons que l'événement était à la hauteur de vos attentes, sachant que c'est un événement qu'on a organisé de manière très rapide. C'était pas forcément prévu, l'organisation elle est plus que top par rapport au temps qu'on a eu imparti pour le faire. On remercie l'hôtel qui nous a accueillis et on adresse enfin nos remerciements à nos partenaires, donc vous tous ici, et il y a quelqu'un qui va venir les présenter, à l'association Tech Diego et tout particulièrement à Paul pour cet événement parce qu'il a fait un travail exceptionnel et j'aimerais vraiment que vous puissiez l'applaudir parce que c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Je l'ai rencontré autour du tourisme. Donc j'étais venu avec un ami qui est en voyage de noces. Je connais beaucoup de Sénégalais, Tambacounda, Touba, HLM5, Parcelles Séni, Nétéboulou. Donc j'ai beaucoup d'amis au Sénégal, en Casamance. J'ai de la belle famille aussi. Donc c'est un excellent pays et Paul a su me faire aimer votre pays la première fois où je suis venu.
Et c'est quelqu'un d'hyper dynamique qui a su constituer ce réseau-là. Et vous devez être une force les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les grandes écoles, la force qu'ils ont, c'est le réseau. Et vous devez, chacun d'entre vous, être le réseau de quelqu'un d'autre ici. Vous devez vous unir en fin de compte. C'est la force qui vous fera gagner. Les grandes écoles, à un moment, quand on fait une grande école, on va acheter un réseau. C'est pas le diplôme. C'est pas sortir avec ce diplôme qui va me faire avancer. C'est que j'ai été faire des études à 100 000 € les études parce que je suis avec le fils du président ou du maire de je sais pas où, et j'ai été m'acheter un réseau. Et les gens qui vont faire les grandes écoles, il n'y a qu'une chose qui les intéresse. C'est pas le diplôme. Ça laisse constituer un réseau. Mais vous, à votre niveau, vous êtes capable de contrecarrer ça ou de créer votre propre réseau. Donc voilà, je vous remercie vraiment. C'était une première pour moi. J'étais très satisfait, très heureux de faire ça. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre accueil. Ça n'a pas été forcément hyper interactif. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'échanges. Alors ça n'a peut-être pas été apporté de la bonne manière. C'est peut-être parce qu'on ne se connaissait pas. En tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'espère n'avoir heurté personne ici. Si je l'ai fait, je tiens à m'excuser. Et je vous remercie pour votre écoute, pour la considération, pour tout. Et merci à vous. Vous avez un beau pays. Et je voudrais encore vous remercier d'être venu assister à cette conférence et remercier encore Sébastien. Applaudissez-le encore s'il vous plaît. Et je pense que nous avons été très enrichis sur tous ces renseignements qu'on a reçus ici sur le management et le leadership. Et par ailleurs, je voudrais aussi remercier nos différents partenaires qui nous ont accompagnés dans cette organisation de cette conférence. Donc, nous avons ici Deloitte Art. Okay. Ensuite, nous avons Mbour Immobilier. Papex Papet Express. Lapti Home. Les délices de Sadia. Easy Soft Sénégal. Happy Discussion Sénégal. Le Kadior. Bour TV et spécialement féliciter et remercier tous nos caméramans qui nous ont accompagnés. Et aussi, là je peux continuer là, le service régional de tourisme. Le parking Rawan Gay. Ensuite, nous avons la pharmacie Serine Mbake Madina. La Petite Home. Papisen. Haute Paradise. Voilà, donc, et aussi la boulangerie Le Kadior. C'est ça. Donc, voilà en quelque sorte tous les partenaires qui nous accompagnent. Et je pense que nous aurons l'occasion de nous retrouver dans un large temps pour mieux s'entretenir sur cette thématique très intéressante. Je vous remercie.